Les pilotes du Mesosmi Bf-109 rassemblés dans leur salle d'équipage à travers la France occupée au printemps 1940 avaient toutes les raisons de se sentir invincibles. Leurs agents de renseignement avaient exposé les faits avec une précision clinique. Le Hawker Hurricane, le chasseur le plus nombreux de Grande-Bretagne, était fondamentalement inférieur. Sur le papier, le bilan semblait inattaquable. Le Bf-109 pouvait atteindre 354 000 par heure en vol en palier, tandis que le Hurricane Mk1 avait du mal à dépasser 320. Dans les enjeux d'altitude, le chasseur allemand a grimpé plus vite, a atteint des plafonds opérationnels plus élevés et a pu plonger pour éviter les ennuis avec une facilité méprisante. Mais le détail vraiment accablant, celui qui a provoqué des sourires complices parmi les pilotes de chasse de Luftwaffe, était la structure de construction de l'Ouragan. Les Britanniques recouvraient encore de grandes parties du fuselage et des ailes de leurs chasseurs avec du lin dopé, une technique qui semblait appartenir à la guerre précédente plutôt qu'à ce nouveau conflit mécanisé. Les documents de renseignement de Luftwaffe diffusés au début des années 1940 décrivaient l'Ouragan comme un avion de transition, une conception provisoire née dans les années 1930, pensant que la Royal Air Force n'avait pas réussi à le remplacer assez rapidement. Les rapports n'étaient pas entièrement fabriqués. Ils se sont appuyés sur des spécifications techniques précises. L'Hurricane a utilisé un revêtement en tissu sur son fuselage arrière et une grande partie de sa structure d'aile. Il était plus lourd que l'Agile Bf-109. Sa section d'aile épaisse, tout en offrant une excellente maniabilité à basse vitesse, créait plus de traînées que le profil plus élégant des chasseurs allemands. Ce n'étaient pas des mensonges de propagande. Il s'agissait de faits observables qui ont conduit les planificateurs tactiques allemands à une conclusion apparemment logique. L'Ouragan représentait une menace minime pour les Jagdflieger expérimentés parmi les combattants modernes. Cette confiance ne se limitait pas aux salles de briefing. Le combattant allemand S. Vera Müller, déjà un vétéran de la guerre civile espagnole avec 14 victoires à son actif, avait volé contre les combattants français Curtis Hawks et Morena Saunier au cours des premières semaines de la campagne occidentale. Aucune n'a posé de difficultés sérieuses. Les renseignements britanniques ont suggéré que la RAF avait exploité un nombre similaire d'ouragans et de Supermarine Spitfire, plus modernes, mais que même les performances du Spitfire ne dépassaient que légèrement les capacités du Bf-109E. L'Hurricane, selon toutes les mesures que possédait la Luftwaffe, se situait clairement en dessous des deux. Les pilotes allemands s'attendaient à ce qu'ils se comportent comme les biplans sur lesquels certains d'entre eux s'étaient entraînés. Maniable peut-être mais fatalement lent lorsqu'il est rattrapé par un Bf-109 plongeant avec un avantage énergétique. L'Oberkommando de Luftwaffe a publié des directives tactiques reflétant cette évaluation. Les pilotes du Bf-109 ont reçu pour instruction d'utiliser leur vitesse supérieure pour dicter les conditions d'engagement. Rebondissez depuis l'altitude, utilisez l'avantage de la vitesse de plongée pour fermer rapidement. Lancez une courte rafale, puis étendez-vous avant que l'ennemi ne puisse répondre. Face aux ouragans, les directives suggèrent encore moins de prudence. Les chasseurs britanniques manquaient de performance pour poursuivre efficacement, ce qui en faisait des cibles idéales pour des attaques tranchantes répétées. Les équipages des bombardiers allemands ont reçu des briefings tout aussi rassurants. Leurs chasseurs d'escorte rapprochés balayeraient toute formation d'ouragans tentant d'intercepter. Les reliques recouvertes de tissu pouvaient obtenir des coups chanceux occasionnels, mais une supériorité aérienne systématique était inévitable. Ce qu'aucun de ces résumés de renseignements ne transmettait de manière adéquate, c'était le contexte. Oui, l'Ouragan était plus lent en vol en palier, mais les combats aériens se déroulaient rarement dans des conditions de vol en palier ordonné. Oui, il utilisait un revêtement en tissu, mais ce tissu s'étendait sur une structure remarquablement robuste qui pouvait absorber les dégâts de combat que subiraient tous les avions métalliques. Oui, c'était une conception des années 1930, mais ces années 1930 avaient vu une évolution rapide de la doctrine des chasseurs, et les concepteurs de Hawker avaient donné la priorité à des qualités qui n'apparaissaient pas dans de simples spécifications de vitesse. La Luftwaffe était sur le point de découvrir que l'écart entre les informations fournies par les renseignements et la réalité du combat pouvait se mesurer en sang, en décombres et en hypothèses brisées. Ils pensaient comprendre ce à quoi ils seraient confrontés outre-Manche. Ils se sont trompés catastrophiquement. L'équipe de conception de Sidney Cam chez Hawker Aircraft avait été confrontée à un ensemble de priorités différent de celui de ses homologues allemands lors de la conception de l'Ouragan en 1934. La spécification F3634 du ministère de l'Air exigeait un chasseur monoplan sensiblement plus rapide que le biplan Blue ST Gladiator.
Mais qu'elle a compris quelque chose qui n'apparaîtrait dans aucun tableau de performance. Un chasseur ne valait rien s'il ne pouvait pas être entretenu par des équipes au sol travaillant dans des champs boueux avec des outils de base, et un pilote ne pouvait pas gagner des batailles si son avion se désintégrait autour de lui après quelques tirs. Le revêtement en tissu apparemment désuet de l'ouragan n'était pas un compromis né d'une pensée dépassée. Il s'agissait d'une décision calculée qui prouverait sa valeur d'une manière que les renseignements de Luftwaffe n'avaient jamais envisagée. Le tissu tendu sur l'arrière du fuselage et les surfaces des ailes de l'ouragan pourraient être réparés et remplacés par n'importe quel installateur compétent en quelques heures. Quand le canon S des enfers ou des obus de mitrailleuse le transpercèrent, les dégâts restèrent localisés. Le tissu ne s'est pas brisé en éclats d'obus qui pourraient couper les câbles de commande ou percer les réservoirs de carburant. Un ouragan qui revenait à sa base en boitant avec des tissus en lambeaux pouvait souvent retourner au combat le même après-midi, tandis que tous les avions métalliques présentant des dégâts comparables étaient confrontés à des journées entières dans les ateliers. Cette capacité de réparation rapide transformerait les taux de disponibilité des escadrons lors d'opérations de combat soutenues. Mais au début des années 1940, la Luftwaffe restait concentrée sur des valeurs de vitesse maximale qui semblaient impressionnantes dans les tableaux de comparaison. Sous ce tissu se trouve la véritable force du Hurricane, une structure construite comme un pont plutôt que comme une voiture de course. Kahn avait conservé la méthode de construction traditionnelle de Hawker, des tubes d'acier assemblés et renforcés pour former un cadre de fuselage extrêmement rigide. Il ne s'agissait pas d'une construction élégante et moderne à peau tendue où le revêtement métallique assurait la résistance structurelle. C'était démodé, surconstruit et extraordinairement résistant. Les pilotes de la Luftwaffe découvriraient bientôt que des obus de canon de 20 mètres pouvaient percer le fuselage d'un ouragan sans toucher quoi que ce soit de critique, car les composants critiques, les réservoirs de carburant, les conduites d'huile et les circuits de commande, étaient nichés dans une cage de protection en acier. La construction monocoque plus légère du Bf-109 répartit les charges plus efficacement, le rendant plus rapide. Mais les dégâts concentrés pourraient être catastrophiques. Et puis, il y a eu l'armement. 8 mitrailleuses Browning 303, 4 dans chaque aile, étaient toutes orientées pour converger à 250 mètres. Cela représentait une révolution dans la puissance de feu des chasseurs. Les chasseurs précédents de la RAF portaient 2, peut-être 4 canons. L'Hurricane pouvait déverser 160 coups par seconde sur une cible, un poids de feu qui pourrait traverser les cellules des bombardiers ou déchiqueter les gouvernes d'un chasseur ennemi en une rafale de 2 secondes. Le Bf-109 transportait 2 mitrailleuses 7,19 Mitits dans le nez et 2 canons de 20 mm dans les ailes. Un package total qui paraissait plus mortel sur le papier. Mais la tempête concentrée de balles de l'ouragan, toutes tirant selon des trajectoires presque parallèles, a créé un cône de destruction bien plus indulgent avec une visée imparfaite. Les pilotes novices qui gaspilleraient des munitions de canon avec des quasi-accidents pourraient toujours atteindre des coups avec le calibre du fusil Hurricane. CAN avait également donné la priorité à la visibilité et à la maniabilité du pilote. La section épaisse de l'aile de l'Hurricane, tout en créant une traînée parasite qui réduisait la vitesse de pointe, générait une portance énorme à basse vitesse. Cela signifiait des cercles de braquage plus serrés et une meilleure contrôlabilité à basse vitesse. Des avantages critiques dans les combats au couteau tourbillonnant qui caractérisaient le combat réel plutôt que les rebonds théoriques à grande vitesse préférés par la doctrine allemande. Le cockpit se trouvait en hauteur sur le fuselage, offrant au pilote une visibilité exceptionnelle vers l'avant et vers le haut. Ces qualités ne se traduisaient pas bien en photographie ni en spécifications intéressantes pour les services de propagande, mais elles maintenaient les pilotes en vie et plaçaient les ennemis dans les sites d'armes. Le Luftwaffe était sur le point de recevoir une formation complète sur la différence entre performance théorique et efficacité au combat, délivrée à 300 000 par heure par un adversaire soi-disant obsolète. Les premiers escadrons ouragans arrivèrent en France en septembre 1939 dans le cadre de la force de frappe aérienne avancée et effectuèrent pendant 8 mois des patrouilles rencontrant rarement l'ennemi. Puis, le 10 mai 1940, la guerre pleine de gilets jaunes a éclaté à travers les Pays-Bas et la fausse guerre s'est évaporée dans une tempête de Stuka et de Panzer. En quelques heures, les pilotes des ouragans se sont retrouvés jetés au combat dans des situations qui ont rendu la planification d'avant-guerre absurdement optimiste. L'escadron No Run stationné à Berriobach a lancé 12 ouragans ce matin-là pour intercepter les bombardiers allemands ciblant les positions françaises près du Soudan. Ce qui suivit brisa les hypothèses confortables de la Luftwaffe selon lesquelles des victoires faciles sur des chasseurs britanniques obsolètes. Le lieutenant d'aviation Paul Richey, volant sans aucun escadron,
a décrit l'engagement dans des termes qui deviendront sinistrement familiers au cours des semaines à venir. Les Hurricanes ont grimpé à travers Broken Club et se sont retrouvés parmi une formation de bombardiers Tornado 17. Leur Bf-109 les escorte légèrement au-dessus et en arrière. Les chasseurs allemands ont plongé pour l'intercepter, confiants dans leur avantage en termes de vitesse et d'altitude. Mais le combat ne suit pas les schémas des salles de briefing. Les Hurricanes n'ont pas tenté de fuir ou de s'éloigner. Ils se sont tournés durement vers les dégâts attaquants, utilisant cette section d'aile épaisse pour tracer des cercles plus serrés que ceux que les 109 pouvaient égaler. Soudain, l'avantage énergétique s'est évaporé. Les pilotes allemands se sont retrouvés à dépasser leurs limites, incapables de faire valoir leurs canons, tandis que les ouragans s'accrochaient à leur queue. Les 8 batteries de canons se sont ouvertes à des distances où l'on pouvait voir des balles individuelles converger. 2 Bf-109 se sont écrasés lors de ce premier passage, faisant tourner la terre et traînant de la fumée tandis que la formation de l'ouragan restait intacte. Le 12 mai, le schéma se répétait sur tout le front. L'escadron numéro 73 opérant depuis RUV a engagé Germain Bombardier attaquant les ponts au-dessus de la Meuse. Le chef d'escadron John Freeborn a dirigé 6 ouragans dans une formation de Ancre. Commande et 111 escortés par environ 20 Bf-109. Les chasseurs allemands ont essayé leur tactique préférée, des attaques en plongée depuis le soleil, mais ont découvert que la construction robuste de l'ouragan absorbait une punition qui aurait dû être fatale. L'avion de Freeborn a subi plusieurs coups de 7,92 mm à travers le tissu du fuselage, des obus qui sont passés à travers sans toucher les composants vitaux. Il reste en formation, complète son attaque contre les bombardiers et atterrit avec 17 trous, comptés par son équipe au sol. L'ouragan a été ravitaillé, le tissu réparé avec des bandes de lin dopé et est revenu prêt au combat en moins de 3 heures. Luftwaffe, après les rapports d'action de midi, a commencé à porter des notes de prudence inconnues. Les entrées du journal de Jägerschrade 53 capturés plus tard dans la guerre faisaient état de combattants britanniques étonnamment agressifs et notaient que les formations d'ouragans refusaient de se briser lorsqu'elles rebondissaient depuis l'altitude. Les équipages des bombardiers allemands ont signalé quelque chose de plus alarmant. Les chasseurs britanniques de 8 canons pouvaient endommager les moteurs et couper les câbles de commande avec des rafales soutenues qui semblaient durer incroyablement longtemps. Les agents du renseignement ont discrètement révisé leur estimation. L'ouragan n'a pas fonctionné comme prévu. Il ne pouvait pas attraper les Bf-109 en vol en palier. C'est vrai, mais il pouvait se retourner à l'intérieur d'eux, absorber des dégâts qu'ils s'attendaient à être catastrophiques et fournir une puissance de feu que même les pilotes expérimentés de la Luftwaffe trouvaient déconcertante. Les statistiques françaises racontent leur propre histoire. Au moment où l'évacuation de Dunkerque a commencé le 26 mai, les escadrons anti-ouragans avaient détruit plus de 300 avions allemands, causant environ 200 pertes, un ratio qui a démoli les prévisions d'avant-guerre. Plus révélateur encore, les taux d'aptitude au service des ouragans sont restés supérieurs à 60% malgré des combats constants et une maintenance active sur le terrain, tandis que les unités Bf-109, techniquement supérieures, ont eu du mal à maintenir la moitié de leurs effectifs opérationnels dans des conditions similaires. Le chasseur britannique, soi-disant obsolète, s'avérait remarquablement difficile à rendre obsolète. Mais le véritable test reste à venir de l'autre côté de la Manche. Début juillet 1940, le maréchal Hugh Dowing commandait 59 escadrons de chasse défendant la Grande-Bretagne et 32 d'entre eux pilotaient des Hurricanes. Seuls 19 d'entre eux utilisaient des Spitfire tandis que les autres utilisaient encore des Blenheim, Defiance et Gladiator obsolètes. Cette réalité numérique a façonné toute la stratégie défensive. Case Park, commandant le 11e groupe, qui défendait Londres et le sud-est, ne pouvait pas se permettre d'utiliser son chasseur le plus nombreux comme autre chose que comme force de frappe principale. La doctrine tactique est née d'une nécessité plutôt que d'une préférence. Les ouragans s'en prendraient aux bombardiers. Les Spitfire s'attaqueraient aux escortes Bf-109. Ce sont les escadrons anti-ouragans, ces machines prétendument obsolètes que les Allemands avaient abandonnées, qui supporteraient le plus lourd fardeau de la bataille à venir. Le Luftwaffe a ouvert Canal Camp, la bataille de la Manche, le 10 juillet avec des attaques contre les convois côtiers. Le maréchal Hermann Göring du Reich avait pour objectif de retirer les combattants de la RAF et de les détruire par attrition, dégageant ainsi le ciel pour l'invasion que les planificateurs d'Hitler dessinaient sur les cartes du sud de l'Angleterre. Ce premier jour, un convoi désigné CW9 a été attaqué par le 32e escadron qui a lancé 9 ouragans depuis Big et Hill pour assurer sa couverture. Ce qui a suivi a servi de modèle à des centaines d'engagements à venir.
Les Hurricanes ont ignoré les Bf-109 qui tournoyaient et se sont dirigés directement vers la formation d'Ornier. Le lieutenant d'aviation Peter Broders a décrit plus tard le moment où sa section a ouvert le feu à 300 mètres. Le bombardier juste devant semblait chanceler dans les airs alors que 64 303 obus frappaient ses ailes et ses moteurs. Il est tombé, laissant échapper du carburant qui s'est enflammé en une banderole flamboyante. La capacité du Hurricane à absorber les tirs de retour des bombardiers tout en poussant les attaques à bout portant a surpris les équipages allemands habitués à des adversaires plus prudents. Tout au long du mois de juillet, cette tendance s'est répétée dans toute la Manche et dans les comtés du Sud. Les ouragans se sont abattus sur les formations de bombardiers avec ce que les pilotes allemands ont décrit comme une détermination imprudente, poussant les attaques à travers des tirs croisés défensifs qui auraient dû les repousser. Le 19 juillet, un raid massif vise d'or. L'escadron numéro 501 de Graen a lancé 12 ouragans qui ont intercepté 40 J-7 Stuka équipés d'un capot supérieur Bf-109. Les ouragans ont traversé l'écran d'escorte. Leur capacité de virage serré les rendait impossibles à protéger les bombardiers et à percer la formation Stuka. Sept bombardiers en piqué se sont abattus en autant de minutes. La formation allemande a dispersé des bombes larguées dans le canal et s'est enfuie. Les équipages des Stuka ont commencé à refuser les missions à portée des ouragans, obligeant les planificateurs de la Luftwaffe à reconsidérer la vulnérabilité de leurs unités d'attaque au sol de précision. Le mois d'août a considérablement intensifié la pression. Göring a lancé l'attaque Adler en Griffigel le 13 août dans le but de détruire la RAF en 4 jours. H-force écrasante. Ce jour-là, 10 485 sorties allemandes ont eu lieu et les escadrons d'ouragans se sont envolés jusqu'à l'épuisement pour les rencontrer. L'escadron numéro 43 de Tangmir s'est dépêché 5 fois avant le crépuscule. Leurs équipes au sol réament et ravitaillent les avions avec des formations ennemies visibles sous forme de points dans le ciel d'été. Les pilotes des ouragans ont développé une efficacité brutale. À près de 200 mètres, tirez une rafale de 3 secondes sur les moteurs et les cockpits, échappez-vous, trouvez une autre cible. Ils ne se battaient pas. Ils exécutaient les équipages de bombardiers avec une précision industrielle. Les résumés des renseignements de la Luftwaffe de la mi-août ont été une lecture inconfortable pour le haut commandement allemand. Les escadrons d'ouragans ne s'effondraient pas sous la pression. Leur utilité est restée inexplicablement élevée. Les avions endommagés ont été remis en service tandis que les bombardiers allemands présentant des dégâts de combat similaires sont restés au sol pendant des jours. Les rapports sur les victimes étaient encore plus inquiétants. Les pertes des bombardiers augmentaient plus rapidement que celles des chasseurs, exactement à l'opposé de ce que prédisait la doctrine d'avant-guerre. Le chasseur britannique obsolète était censé être balayé par les Bf-109 modernes, laissant les bombardiers libres d'opérer. Au lieu de cela, les Hurricanes détruisaient systématiquement les forces de bombardement allemandes tout en acceptant eux-mêmes de graves punitions et en continuant à se battre. Le 15 août 1940 est devenu connu dans les cercles de la Luftwaffe comme le Jeudi noir et les escadrons anti-ouragans ont écrit une grande partie de ce sombre chapitre. Göring a engagé toutes ses forces. 3 flottes aériennes lançant des attaques coordonnées depuis la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique et la France. Le plan supposait qu'un nombre écrasant de soldats saturait les défenses britanniques, permettant au moins à certaines formations de bombardiers de détruire les aérodromes et les usines aéronautiques. Le Reich Marshall prévoyait de perdre peut-être 40 avions dans toutes les opérations. À la tombée de la nuit, les équipages allemands répertorieraient 75 détruits et 34 autres endommagés irréparables. Les escadrons d'ouragans représentaient environ les 2/3 de ces victimes. Le raid vers le nord a fourni la démonstration la plus frappante de la journée des capacités des ouragans. L'Opf flûtait 5 opérants depuis la Norvège et le Danemark a lancé 63 bombardiers Ank 11 et 34 chasseurs bimoteurs Bf-110 contre le nord-est de l'Angleterre. Les planificateurs allemands pensaient que le commandement des chasseurs avait retiré les escadrons du nord pour renforcer le sud désespéré, laissant les cibles industrielles autour de Newcastle pratiquement sans défense. Ils avaient tort de façon catastrophique. L'escadron numéro 72 d'Acklington a brouillé 9 ouragans qui ont intercepté les raiders à 70 milles au large. Le lieutenant d'aviation Edward Graham a mené sa section dans la formation Ank, droit devant. Une attaque frontale qui a exploité la puissance de feu concentré de l'ouragan tout en minimisant l'exposition aux tirs de riposte. Les bombardiers se sont dispersés en quelques minutes. Les escadrons numéro 605 et 607 se joignent au massacre. Au moment où la formation allemande brisée rentrait chez elle,
16 bombardiers et 7 chasseurs avaient été détruits. Pas une seule bombe n'est tombée sur le sol britannique lors de ce raid. Plus au sud, le rythme de la journée était encore plus brutal. Le 111e escadron stationné à Cuden s'est dépêché à midi pour intercepter une formation massive approchant au-dessus du Kent. Plus de 60 Dornier 17 avec une escorte de chasseurs lourds. Le chef d'escadron John Thompson a dirigé 11 ouragans directement à travers l'écran du Bf-109 et dans la formation de bombardiers. Les Allemands avaient déjà appris à s'attendre à cette tactique d'ouragan, mais savoir ce qui allait arriver ne permettait pas de l'arrêter. Les 8 chasseurs à canon s'enfonçaient dans des champs de tir où les pilotes pouvaient voir les visages des équipages allemands à travers des perspectives. L'avion de Thompson a tiré à lui seul 2,60 coups lors d'attaques répétées, affirmant que 2 Dorner avaient été confirmés détruits. La puissance de feu collective de l'escadron a abattu 9 bombardiers avant que l'épuisement des munitions ne les oblige à s'arrêter. Les équipes au sol ont dénombré 73 tirs de balles et de canons lors des 11 ouragans à leur atterrissage. Tous les 11 ont été réparés et remis en service dans la soirée. Puis vint le 15 septembre, date qui serait commémorée comme le jour de la bataille d'Angleterre. Göring a lancé 2 raids massifs de jour sur Londres. Convaincu qu'un dernier coup dévastateur briserait la résistance de la RAF, le raid matinal comprenait plus de 200 bombardiers accompagnés d'une dense escorte de chasseurs. Une formation qui s'étendait sur des kilomètres. Tous les escadrons d'ouragans disponibles, répartis en 11 groupes, se sont précipités. L'escadron numéro 310, composé de pilotes tchèques en provenance de Duxford, a frappé la formation au cours de l'été. En quelques secondes, la géométrie minutieuse de la formation allemande s'est dissoute dans le chaos. Le sergent Joseph František, déjà un A avec 17 victoires, a démontré l'efficacité au combat du Hurricane en détruisant 3 bombardiers en un seul engagement, en plongeant d'en haut, en tirant une rafale dans les moteurs de chaque bombardier, puis en s'éloignant avant que les escortes ne puissent réagir. Son ailier qui observait le combat tourbillonnant le décrivit plus tard comme une boucherie transformée en article. Le raid de l'après-midi a été encore pire. Park a lancé 23 escadrons. Tout ce qu'il avait en service au niveau du bombardier. L'escadron numéro 242 dirigé par la sergent Douglas Bada a exécuté une attaque sévère de Manuel Aseke sur une formation d'orniers. Leurs 12 ouragans tirant comme une seule unité coordonnée. Les équipages allemands appelaient ces attaques le mur de balles. Il n'y avait tout simplement aucune brèche dans le schéma de tir à travers laquelle un avion pourrait se faufiler. Le raid a perdu 56 avions et les ouragans ont fait 38 morts. Le coup de grâce promis par Göring était devenu un massacre. 2 jours plus tard, Hitler reportait Sindai l'opération Solion. Le chasseur britannique obsolète avait décidé du sort de l'invasion. La vue à travers l'emplacement des canons d'un ouragan est devenue intimement familière à plusieurs centaines de pilotes de la RAF au cours de l'été et de l'automne 1940, et leur récit révèle pourquoi l'avion s'est avéré si efficace malgré ses inconvénients en matière de papier. Le chef d'escadron Tom Glee du 253e escadron a décrit l'expérience avec une précision inhabituelle. Vous appuyez sur le bouton et tout l'avion se ferme. 8 Browning tirant ensemble créent un bruit de toile déchirée 1000 fois agrandi. Vous ne tirez pas tant de balles que d'arroser un jet de métal sur la cible. À une convergence de 250 mètres, les 8 canons tiraient des balles dans un cercle d'environ 6 pieds de diamètre. Rien ne survit dans ce cercle. Cette dernière observation s'est avérée terriblement exacte. Les bombardiers allemands mesuraient généralement entre 60 et 70 pieds de long et leur envergure approchait les 90 pieds, ce qui signifie qu'un pilote avec une visée même moyennement bonne pouvait garantir plusieurs coups sûrs. Les caractéristiques de maniabilité de l'ouragan ont suscité des éloges constants, en particulier de la part des pilotes passant des biplans. Le lieutenant d'aviation William Walker, qui est passé des gladiateurs aux ouragans sans escadron 242, a souligné la nature indulgente des contrôles. Elle vous préviendrait avant de caler, un léger coup de bâton à travers le bâton. Beaucoup de temps pour récupérer. Dans un virage serré, vous pouviez la faire tourner jusqu'à ce que les ailes gémissent, et elle continuerait simplement à tourner. Les dégâts étaient certainement plus rapides, mais si vous pouviez le forcer à se lancer dans un combat tournant, vous l'aviez. Il lui faudrait soit s'arrêter, soit risquer de décrocher, et nos gars sont devenus très doués pour forcer ce choix. Cette capacité de virage découlait directement de cette épaisse section d'aile que Luftwaffe avait considérée comme aérodynamiquement rudimentaire. Dans la réalité tourbillonnante du combat, le brut fonctionnait. La tolérance aux dommages de l'ouragan a généré des histoires qui frôlaient le mythique, mais qui ont été documentées dans les archives de l'escadron.
Le lieutenant d'aviation Robert Stanford Tuck est revenu à Hornchurch le 11 septembre avec le revêtement en tissu de son Ouragan déchiqueté sur tout un côté du fuselage. Table de commande visible à travers les déchirures et le liquide de refroidissement au glycol provenant des dommages du radiateur. L'avion est resté contrôlable. Il a atterri normalement, s'est éloigné et a piloté un ouragan de remplacement. 3 heures plus tard, l'officier pilote Eric Burgoyne du 145e escadron a fait passer un obus de canon de 20 mm complètement à travers son fuselage entre son siège et le réservoir de carburant, un espace d'environ 18 pouces. L'obus n'a touché rien de critique. Il a terminé sa patrouille, a atterri et les équipes au sol ont trouvé des trous d'entrée et de sortie avec un minimum de dégâts entre eux. Ce n'était pas une chance de se répéter. C'était une conception qui avait fait ses preuves dans les conditions que l'équipe de Sidney Cam avait anticipées. Du point de vue allemand, faire face aux ouragans n'a rien apporté de ce que promettaient les rapports des services de renseignement. L'Oberleutnant Julius Naumann pilotant des Bf-109 avec Yagashada 27 enregistré dans son journal après des engagements en août. L'ouragan n'est pas une catastrophe facile à laquelle on nous avait dit de nous attendre. Oui, nous sommes plus rapides en vol en palier et en plongée, mais il tourne comme rien contre lequel j'ai volé. Pire encore, ils ne se détachent pas lorsqu'ils sont endommagés. J'ai lancé des obus de canon sur des ouragans et je les ai vus poursuivre leur attaque contre nos bombardiers. Leurs pilotes sont soit très courageux, soit un peu fous, peut-être les deux. Cette évaluation, mêlée de respect mêlée de frustration, est apparue à plusieurs reprises dans les comptes rendus de la Luftwaffe à partir de la fin de l'été. Ap Manea, un autre pilote du Bf-109, a décrit l'impact psychologique de la puissance de feu de l'ouragan avec une franchise inhabituelle. Lorsqu'un ouragan lance une attaque, vous voyez les ailes s'illuminer avec des éclairs de bouche. 8 points de lumière, tous concentrés sur vous. Ensuite, les flux traceurs convergent. C'est hypnotique et terrifiant. Notre armement est théoriquement supérieur, mais nous tirons avec 2 ou 4 canons. Ils en tirent 8, et le volume des tirs est dévastateur pour le moral. Le chasseur britannique obsolète était devenu le cauchemar de la Luftwaffe. Non pas par une sophistication technique, mais par une efficacité brutale et fiable. Lorsque les analystes du ministère de l'Air compilèrent les données de combat à la fin des années 1940, les chiffres racontaient une histoire qui justifiait tous les choix de conception apparemment démodés que Hawker avait fait. Les escadrons Hurricane ont effectué environ 27 000 sorties opérationnelles entre le 10 juillet et le 31 octobre au cours de la bataille d'Angleterre proprement dite. Ils ont revendiqué la destruction de 1593 avions ennemis, ce qui représente 55% de tous les tués de la RAF, malgré la réputation du Spitfire comme la star glamour de la bataille. Les chiffres des pertes donnent à réfléchir mais sont instructifs. 631 ouragans détruits au combat et 352 autres endommagés mais réparables. Cela a fonctionné avec un ratio tué-perte de 2,5 pour 1, nettement meilleur que ce que les exercices d'avant-guerre avaient prédit pour n'importe quel chasseur confronté au Luftwaffe moderne. Plus important encore, il a démoli les évaluations des renseignements allemands qui prévoyaient des ratios fortement favorables à leur Bf-109. Les statistiques de fonctionnement se sont révélées encore plus accablantes pour les prédictions de Luftwaffe. Tout au long des mois d'août et septembre 1940, période d'intensité maximale, les escadrons anti-ouragans ont maintenu des taux de service moyens compris entre 62 et 68%. Cela signifiait que chaque matin, environ les 2/3 de tous les ouragans de l'escadron étaient alimentés, armés et prêts au combat. Les chiffres comparables pour les escadrons de Spitfire étaient légèrement inférieurs, entre 58 et 64%, tandis que les estimations des renseignements pour les unités Luftwaffe Bf-109 opérant à partir de bases françaises montraient une aptitude au service dépassant rarement 55%. Le chasseur britannique, soi-disant rudimentaire, avec son revêtement en tissu et sa construction à l'ancienne nécessitait moins d'entretien, pouvait être réparé plus rapidement et passer plus de temps dans les airs à tuer des Allemands que ses adversaires techniquement supérieurs. Les données de réparation et de remise en service ont révélé le véritable génie de la philosophie de conception de CAM. Les dossiers de maintenance de la RAF ont montré que les ouragans ayant subi des dégâts de combat, classés dans la catégorie 2, des dommages importants nécessitant l'attention d'un atelier mais une reconstruction incomplète s'écoule en moyenne 72 heures entre l'atterrissage et le retour à l'état opérationnel. Des dommages comparables au Spitfire nécessitaient généralement de 96 à 120 heures en raison de leur construction de peau stressée ou les dommages au revêtement métallique compromettaient l'intégrité structurelle et exigeaient un travail métallique minutieux pour restaurer la résistance.
Les archives allemandes capturées après la guerre indiquaient que les Bf-109 présentant des dommages similaires restaient souvent cloués au sol pendant une semaine ou plus, car les panneaux de remplacement devaient être fabriqués et installés avec précision. Le tissu du Hurricane pourrait être coupé, cousu, dopé et peint par les monteurs de l'escadron travaillant sur le terrain avec des outils qui ne seraient pas déplacés dans l'atelier d'un vendeur. Les chiffres des dépenses en munitions ont fourni un aperçu de l'efficacité du combat que les chiffres bruts des victimes ne pouvaient pas rendre compte. Les pilotes de l'Ouragan ont tiré en moyenne 380 coups par réclamation, un chiffre qui reflétait à la fois l'armement de 8 canons et le modèle de convergence qui rendait la visée plus indulgente. Les pilotes de Spitfire utilisant un armement identique ont tiré en moyenne 420 coups par réclamation, ce qui suggère que la maniabilité supérieure à basse vitesse du Hurricane a donné aux pilotes des possibilités de tir légèrement meilleures. Plus révélateur encore, les pilotes de la Luftwaffe Bf-109 ont reçu en moyenne 310 cartouches de munitions mixtes pour mitrailleuses et canons par réclamation, mais leur taux de réclamation global était inférieur malgré des performances prétendument supérieures. Les données suggéraient que disposer des armes les plus puissantes importait moins que d'être capable de les utiliser de manière cohérente. Les statistiques sur le rythme opérationnel complètent le tableau. Au cours de la quinzaine critique entre le 24 août et le 6 septembre, lorsque les attaques de la Luftwaffe visaient directement les aérodromes de la RAF, les escadrons anti-Uragan ont effectué en moyenne 4,2 sorties par avion et par jour. Certains escadrons, en particulier ceux du groupe 11, effectuaient 6 ou 7 sorties quotidiennes à partir d'avions individuels, décollant, engageant des formations ennemies, atterrissant pour se réarmer et faire le plein, puis relançant dans les 30 minutes. Ce rythme opérationnel n'était possible que parce que l'Ouragan pouvait être réparé rapidement, absorber les dégâts de combat sans devenir inflinable et rester mécaniquement fiable malgré une utilisation brutale. Le chasseur britannique obsolète était en train de travailler, de survivre et de surpasser les forces de chasse allemandes qu'il avait considérées comme une relique. Les données techniques ne mentaient pas, même si les renseignements d'avant-guerre le faisaient. En novembre 1940, les résumés des services de renseignement de Luftwaffe ne ressemblaient guère aux évaluations confiantes diffusées 6 mois plus tôt. Les documents capturés auprès de Luftwaffe, les 3 quartiers généraux, comprenaient des évaluations révisées de la menace qui décrivaient l'Ouragan comme un adversaire robuste et dangereux, en particulier lors de l'attaque de formation de bombardiers, et avertissait les pilotes de chasse que le déficit de performance signalé ne se traduisait pas en avantage au combat dans les conditions d'engagement réelles. Ce langage bureaucratique cachait un changement plus profond. Les Allemands avaient appris par une expérience amère qu'ils avaient fondamentalement mal compris ce qui rendait un chasseur efficace. La vitesse comptait certes, mais la résilience, la puissance de feu et la disponibilité opérationnelle comptaient davantage lorsque l'objectif stratégique consistait à défendre votre pays contre des attaquants numériquement supérieurs. La doctrine tactique du Jagdgewehr a évolué en réponse directe aux capacités des ouragans. À la fin septembre, les ordres permanents exigeaient que les formations Bf-109 maintiennent des positions d'escorte rapprochées sur les bombardiers plutôt que d'effectuer des balayages libres où leur avantage de vitesse pourrait être exploité. Ce changement reconnaissait que les ouragans atteindraient les formations de bombardiers indépendamment de l'interférence des chasseurs et que leur permettre un libre accès aux bombardiers entraînait des pertes insoutenables. Les pilotes de chasse allemands ont découvert nous-mêmes étions liés à des ancles et des dorniers, incapables d'utiliser les caractéristiques de performance supérieures de leur avion, précisément parce que le chasseur britannique, soi-disant obsolète, exploiterait toute lacune en matière de protection. La conception de l'Ouragan avait contraint l'adversaire techniquement supérieur à se battre selon les conditions britanniques. Adolphe Galland, promu à la tête de la Luftwaffe en novembre 1940, écrivit avec une franchise inhabituelle dans ses mémoires d'après-guerre l'impact de l'Ouragan sur les opérations allemandes. Nous avions complètement sous-estimé la force de chasse britannique et l'Ouragan en particulier. Ces pilotes ont attaqué avec une détermination que nous n'avions pas prévue, et l'avion a subi des dégâts qui auraient dû être mortels. Nos renseignements s'étaient concentrés sur les spécifications de performance tout en ignorant les réalités pratiques des opérations de combat. Cet aveu de la part de l'un des chefs de chasse les plus talentueux d'Allemagne représentait un renversement complet des hypothèses d'avant-guerre. Le Luftwaffe avait appris que les avions conçus pour la guerre d'usure, construits pour être réparés rapidement, pour être pilotés par des pilotes de différents niveaux de compétences, pour fournir une puissance de feu écrasante quelle que soit la finesse tactique, pouvaient vaincre des machines techniquement supérieures conçues pour des victoires rapides. La justification de l'Ouragan a remodelé le développement des chasseurs dans plusieurs forces aériennes. Les États-Unis,
observant avec un vif intérêt la lutte de la Grande-Bretagne, ont incorporé les données de combat contre les ouragans dans les spécifications de leurs propres chasseurs. Le Republic P-47 Thunderbolt, entré en service en 1942, incarnait les leçons des ouragans sous une forme américaine. Lourd, de construction robuste, capable d'absorber d'énormes dégâts et armé de mitrailleuses de calibre 850 qui délivraient une puissance de feu encore plus dévastatrice que la batterie de fusils de calibre de l'Hurrican. Les concepteurs de l'aviation soviétique recevant des Hurrican MC-2 dans le cadre d'un pré-bail en 1941 ont étudié la tolérance aux dommages de l'avion et ont incorporé une philosophie de conception similaire aux chasseurs Laterkin et Yakov. Les principes obsolètes des chasseurs britanniques se sont propagés dans les forces aériennes alliées. L'Ouragan a servi sur tous les fronts où la RAF a combattu. Du désert gelé de Merman au désert occidental, de la Birmanie à Malte. Il a évolué à travers de multiples variantes, pour finalement monter 4 canons de 20 mm ou des projectiles de roquettes, devenant ainsi un avion d'attaque au sol dévastateur. La production s'est poursuivie jusqu'en 1944 avec 14 483 exemplaires construits, soit plus que tout autre avion britannique à l'exception du Spitfire. Mais son héritage le plus important ne réside pas dans les chiffres de production ou la longévité du service. L'Hurrican a prouvé que les spécifications papier mentaient, que l'efficacité au combat émerge de l'interaction complexe entre la philosophie de conception, la doctrine opérationnelle et l'ingénierie pratique. La Luftwaffe pensait comprendre la guerre aérienne moderne. Un combattant recouvert de tissu des années 1930 leur a appris le contraire. Un désordre brûlant à un